Bonjour. Alors, c'est la dernière séance de ce premier chapitre sur les suites numériques. Alors, c'est un résultat que que j'ai ajouté juste avant les suites extraites. C'est un résultat très important qui dit que si la suite un plus un sur un tend vers 0, alors un tend vers 0. Si le rapport un plus un sur un tend vers 0, alors un tend vers 0. C'est très utile dans certains exemples, juste pour comprendre le résultat. Et voici la démonstration et c'est l'occasion pour voir encore une fois comment on utilise la définition. Parce que sans la définition, on ne peut pas démontrer ce résultat. Donc, bien sûr, la définition de la limite, c'est quel que soit epsilon, il existe un entier n0 à partir duquel on a un plus 1 sur un moins L en valeur absolue inférieure à epsilon. Ici, L, c'est 0. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On choisit une valeur de epsilon, n'importe quelle valeur. On prend une valeur plus petite que 1. On va comprendre pourquoi. Par exemple, prends un demi. Donc, il existe un entier n0 à partir duquel on a la valeur absolue de un plus 1 sur un est inférieur à 1 demi. Après, on écrit toutes ces inégalités de n jusqu'à n0. Alors, pour un entier n supérieur à n0, on a un sur un moins 1 inférieur à 1 demi, un moins 1 sur un moins 2 inférieur à 1 demi, jusqu'à la dernière inégalité, un0 plus 1 sur un0 inférieur à 1 demi. Donc, j'ai écrit toutes les inégalités de n0 jusqu'à n, puisque l'inégalité elle est valable pour n supérieur ou égal à n0. Donc, j'écris toutes ces inégalités. Après, je fais le produit. Je multiplie ces inégalités. Remarquez bien que ici, le dénominateur contient un-1. Le terme suivant, il y a un-1 en numérateur. Donc, ça va se simplifier. La même chose pour un-2. Jusqu'au un0 plus 1. un0 plus 1. Ils vont se simplifier. Donc, qu'est-ce qu'il me reste dans ce produit? Seulement un et un0. Les autres vont se simplifier. Donc, la valeur absolue de un moins un0, de un sur un0, qui est inférieur à quoi? Parce qu'on va aussi multiplier les 1 demi. 1 demi fois 1 demi fois 1 demi. Combien de fois? Il faut calculer le nombre de termes. Le nombre de termes, regardez bien. Ici, on a un, le premier. Dans le premier rapport, il y a un en numérateur. Et le dernier, un0 plus 1 en numérateur. Donc, le nombre de termes, n moins n0 plus 1, ça donne n moins n0 moins 1. Et on rajoute 1 toujours. Donc, le nombre de termes, c'est n moins n0. Et donc, n demi puissance n moins n0. Et voilà, on obtient la valeur absolue de un sur un0 inférieure à 1 demi puissance n moins n0. Donc, valeur absolue de un inférieure à 1 demi puissance n moins 0 fois un0. Si on passe à la limite, 1 demi puissance n moins 0 tend vers 0. C'est pour ça que je m'ai pris un epsilon inférieur à 1. Pour utiliser le résultat qui dit que la limite de q puissance n c'est 0, c'est q est entre moins 1 et 1. Et voilà le résultat demandé et 1 tend vers 0. On passe à une application. Par exemple, cette suite, un égale à puissance n sur n factoriel. Si on veut calculer la limite, c'est difficile de trouver la limite avec des moyens, avec les méthodes qu'on connaît. Donc ici, la meilleure façon, c'est d'utiliser ce résultat, un plus 1 sur un. Un plus 1, c'est a puissance n plus 1 sur n plus 1 factoriel. Et divisé par un, on multiplie par l'inverse de un. Donc, fois n factoriel sur a puissance n. Et on utilise les propriétés des produits des puissances et des factoriels. A puissance n plus 1, c'est a puissance n fois a.
Et n plus 1 factoriel, c'est n plus 1 fois n factoriel. On simplifie par a puissance n et par n factoriel. Il nous reste a sur n qui tend vers 0, donc la limite un égale à 0. Ah, pardon, c'est a sur n plus 1. On simplifie par a puissance n et par n factoriel. Donc, il nous reste a sur n plus 1 qui tend vers 0 et donc la limite de un égale à 0. Et après, on a vu bien sûr les suites adjacentes et les suites extraites. Donc, je passe rapidement. Exemple d'utilisation d'une suite adjacente et des suites extraites. Et on a vu les suites remarquables, suite arithmétique, définition d'une suite arithmétique, les propriétés d'une suite arithmétique, et le terme général d'une suite arithmétique, la limite d'une suite arithmétique, et la somme de termes consécutifs d'une suite arithmétique. En particulier, cette somme, il faut retenir cette somme 1 plus 2 jusqu'à n, c'est n fois n plus 1 sur 2. Et il faut aussi retenir deux autres sommes importantes, c'est la somme des carrés et la somme des cubes. Voilà, il faut retenir ces formules-là. La somme des carrés, c'est n fois n plus 1 fois 2n plus 1 sur 6. Et la somme des cubes, c'est n carré fois n plus 1 au carré sur 4. C'est facile à retenir, c'est le carré de la première somme. Vous voyez, la somme des cubes, c'est le carré de la première somme. Et puis les suites géométriques, on a vu la définition et les propriétés d'une suite géométrique. Le terme général d'une suite géométrique. La limite d'une suite géométrique. Q puissance n tend vers 0, c'est Q entre moins 1 et 1. Si Q est strictement supérieur à 1, c'est plus l'infini. Et pour Q inférieur ou égal à moins 1, il n'y a pas de limite. Donc la somme de termes consécutifs d'une suite géométrique, et en particulier la somme 1 plus Q jusqu'à Q puissance n, qui est une somme très classique, avec Q différent de 1, c'est 1 moins Q puissance le nombre de termes n plus 1 sur 1 moins Q. On passe maintenant aux suites arithmético-géométriques. C'est un mélange d'une suite arithmétique et d'une suite géométrique. Un plus 1 égale à un plus b. Vous voyez bien, si a égale à 1, on retrouve les suites arithmétiques. Si b égale à 0, c'est les suites géométriques. Donc, on suppose que a est différent de 1 et b est différent de 0. La question qui se pose maintenant, comment déterminer l'expression de un? Alors, comment déterminer l'expression de un? Donc, la première chose, on résout l'équation x égale à ax plus b. Donc, je remplace un plus 1 par x et un par x. Et je cherche ce x. C'est équivalent à x facteur de 1 moins a égale à b. Cette équation, bien sûr, admet une solution. Il suffit de diviser par 1 moins a, puisque 1 moins a est non nul. Donc, on trouve la valeur de x. Après, on pose Vn égale à un moins x. D'accord? On pose Vn égale un moins x. Et on montre que cette suite Vn est géométrique. Ça, c'est facile. Vn plus 1, c'est un plus 1 moins x. Je remplace un plus 1 par un plus b. Et je remplace x par ax plus b. Je simplifie. Donc, c'est a fois un moins x. Donc, c'est a fois Vn.
C'est facile. Alors maintenant, Vn est géométrique. Son premier terme, c'est quoi? Puisque Vn, c'est Un moins x. Donc V0, c'est I0 moins x. Et on détermine l'expression de Vn, puisqu'on connaît V0 et la raison de la suite. On détermine l'expression de Vn, puis de Un, parce que Un, c'est Vn plus x. Un exemple, U0 égale à 1 et Un plus 1 égale à 2, Un plus 1. Donc la première chose, on résout l'équation x égale à 2x plus 1. Ça donne x égale à moins 1. Après, on pose Vn égale à Un moins x, c'est-à-dire Un plus 1. On montre que cette suite Vn est géométrique. Donc, j'écris Vn plus 1 égale Un plus 1 plus 1. Je remplace Un plus 1 par 2 Un plus 1. Donc, ça donne 2 Un plus 2. Je factorise par 2. C'est 2 fois Un plus 1. Et donc, c'est 2 fois Vn. Vous voyez, c'est très facile. Et pour ce type de suite, c'est la même méthode. Qu'est-ce qui change? C'est les valeurs de A et B, c'est tout. Alors maintenant, Vn est géométrique. De raison 2, c'est quoi son premier terme? V0. Donc c'est U indice 0 plus 1. Et U indice 0, c'est donné. C'est 1. Donc V indice 0, c'est 2. Et donc j'écris Vn égale à V0 fois Q puissance n. Donc c'est 2 fois 2 puissance n. Donc c'est 2 puissance n plus 1. Et finalement, c'est quoi Un? C'est Vn moins 1. Donc c'est 2 puissance n plus 1 moins 1. Et voilà. Les suites arithmético-géométriques. La dernière partie maintenant, c'est les suites récurrentes de la forme Un plus 1 égale à FUN. Et on suppose que f est une fonction croissante. Par exemple, Un plus 1 égale à racine de Un moins 1. Ici, f de x est racine de x moins 1. C'est une fonction qui est croissante sur l'intervalle 1 plus l'infini. Deuxième exemple, Un plus 1 égale à 3 Un moins 1 sur Un plus 1. Donc ici, f de x, c'est 3x moins 1 sur x plus 1. On montre facilement qu'elle est croissante. On calcule f'. Croissante sur... on choisit un intervalle, bien sûr. Ici, on peut prendre l'intervalle moins 1 plus l'infini. Moins 1 exclu. Moins 1 n'appartient pas dans mes définitions. Ou bien l'intervalle moins l'infini moins 1. La fonction est croissante sur moins 1 plus l'infini et croissante sur moins l'infini moins 1. Vous pouvez calculer f', vous allez trouver quelque chose de positif. Le troisième exemple, ln Un plus 1, c'est ln de Un plus 1. Donc f de x égale à ln de x plus 1, qui est une fonction croissante sur l'intervalle moins 1 plus l'infini. Donc, toutes ces suites, l'étude de ces suites, c'est la même étude. Qu'est-ce qui change? C'est la forme de la suite, l'expression de la fonction. Mais l'étude, c'est la même, parce que f est croissante, bien sûr. On va voir comment. Alors, premier résultat. S'il existe un intervalle I de R tel que U indice 0 appartient à I et f de I inclus dans I. F de I inclus dans I, d'abord, ça signifie quoi? Ça signifie que pour tout X dans I, f de X appartient à I. Quel que soit X dans I, f de X appartient à I. On dit que I est stable par F. On dit que l'intervalle I est stable par F. Alors, si on a les deux conditions, ces deux conditions, U0 appartient à I et f de I est inclus dans I, on déduit que, quel que soit n, Un appartient à I. Donc, ça permet de localiser la suite Un. Dans quel intervalle? Alors, pour comprendre ça, on le montre par récurrence. Donc, pour n égale à 0, on a déjà U0 appartient à I. On suppose que Un appartient à I.
pour un certain n, et on montre que un plus 1 appartient à i. On utilise l'hypothèse, quel que soit x dans i, f de x appartient à i. D'accord? Puisque un appartient à i, c'est l'hypothèse de récurrence, alors f de un appartient aussi à i. C'est-à-dire un plus 1 appartient à i, ce qui termine la récurrence. Donc, d'après le principe de récurrence, on déduit que quel que soit n, un appartient à i. Alors, je vous ai montré juste une petite démonstration de ce résultat, mais vous pouvez l'utiliser directement. Dès que vous avez u0 dans i et f de u inclus dans i, vous déduisez directement que quel que soit n, un appartient à i. Directement. C'est le premier résultat. Maintenant, là, le deuxième résultat, on passe à la monotonie. La suite un est toujours monotone lorsque f est croissante. Donc, ou bien elle est croissante, la suite, ou bien elle est croissante, ou bien elle est décroissante. Mais la fonction f doit être croissante. D'accord? Vous pouvez écrire directement, puisque f est croissante, alors la suite un est monotone. Comment savoir si elle est croissante ou décroissante? Il suffit de comparer les deux premiers termes, u0 et u1. Et voilà la proposition un est monotone. Plus précisément, si u0 est inférieur ou égal à u1, la suite est croissante, sinon elle est décroissante. Vous voyez, donc, ça permet de faciliter l'étude d'une suite. Il suffit de comparer les deux premiers termes pour savoir si elle est croissante ou non. Donc, pour la justification, rapidement, on commence par le cas u0 inférieur à u1. On veut montrer qu'elle est croissante, donc on montre par récurrence que quel que soit n, un est inférieur à un plus 1. Alors, c'est vrai pour n égale à 0, parce que u0 est inférieur à u1. On suppose que un est inférieur à un plus 1 pour un certain n, et on utilise le fait que f est croissante. Donc, j'applique f, qu'est-ce que ça donne? Si un est inférieur à un plus 1, on applique f, on a aussi f un est inférieur à f un plus 1, car f est croissante. Et donc, un plus 1 est inférieur à un plus 2. Et donc, d'après le principe de récurrence, quel que soit un est inférieur à un plus 1. Et la suite, elle est croissante. Vous n'avez pas à faire ça dans un exercice, vous utilisez le résultat directement. Dès que vous avez f croissante et u0 est inférieur à u1, vous déduisez directement que la suite est croissante. Et si u0 est supérieur à u1, alors un est décroissant directement. Ce n'est pas la peine de refaire la démonstration. Là, je vous donne la démonstration, c'est juste pour comprendre pourquoi. Alors maintenant, la suite, elle est monotone. Qu'est-ce qui reste? Donc, si elle est croissante et majorée, elle converge. Si elle est décroissante et minorée, elle converge. Et les deux cas, la limite de la suite, on peut la calculer à l'aide de la fonction f. Alors, si u1 converge et si f est continu sur i, alors la limite de u1 est solution de l'équation f de x égale à x. D'accord? La solution, ça s'appelle point fixe de f. F de x égale à x. Alors, on dit que x est un point fixe de f. Et ce point fixe, c'est la limite de la suite. Alors, même chose, là, on va voir la justification rapidement. Alors, si un converge, on note L égale la limite de un. Donc, on a aussi L égale la limite de un plus 1. D'accord? Et en utilisant l'expression un plus 1 égale à f un, et la continuité de f, qu'est-ce que ça donne? Alors, L égale limite un, j'applique f, alors f de L égale la limite de f un. Parce que f est continu. C'est là où on utilise la continuité. Alors, f de u1, f de L égale à la limite de f de u1. C'est-à-dire la limite de u1 plus 1. Vous voyez bien ici u1 plus 1, donc elle a deux limites, L et f de L. Et on sait que la limite est unique. Donc, f de L égale à L. On passe maintenant à un exemple d'application. Vous allez voir comment on applique ces résultats directement sans démonstration. L'exemple suivant, u0 égale à 3 demi.
Et un plus 1 égale à 4 un moins 2 sur un plus 1. Ici, la fonction f de x égale à 4x moins 2 sur x plus 1. Les questions sont les suivantes. Montrer que quel que soit n un appartient à un 3. Étudier la monotonie de un. On déduit que un converge et calculer sa limite. Et après, on va reprendre les mêmes questions, mais en changeant la valeur de u0. En prenant u0 égale à 5 demi. Alors, on va appliquer les résultats qu'on a déjà vus. Pour un dans l'intervalle 1, 3, il suffit de montrer que f de cet intervalle 1, 3 est inclus dans 1, 3. Et puisque u0 appartient à cet intervalle 1, 3, alors, qu'est-ce qu'on déduit? On déduit que quel que soit n, un appartient à 1, 3. C'est la première étape. On attend l'enregistrement automatique. Voilà, donc on pose f de x égale à 4x moins 2 sur x plus 1. Cette fonction est continue et croissante parce qu'elle est dérivable. Et sa dérivée, vous calculez la dérivée, la formule u sur v. Donc on trouve f' positive, donc f est croissante. Et voilà, donc je peux appliquer les résultats précédents. Et donc f de l'intervalle, pour une fonction croissante, je peux calculer facilement l'image d'un intervalle. Je prends les extrémités, f de 1 et f de 3. J'obtiens 1 et 10 sur 4. Donc, il est inclus dans l'intervalle 1, 3, parce que 10 sur 4 est strictement est plus petite que 3. Et donc, on a f de i est inclus dans i. Et u0 appartient déjà à cet intervalle i. u0, il appartient à 3, parce que la valeur de u0, on a pris 3 demi. Donc, il appartient à l'intervalle 1, 3. Donc, on en déduit que, quel que soit n, un appartient à 1, 3. C'est la première étape. La deuxième étape, un est monotone parce que f est croissante. Mais est-ce que la suite un est croissante ou décroissante? Il suffit de comparer un et u0. D'accord? Donc, le sens de variation est déterminé par la comparaison de u0 et u1. Donc, je calcule, on a déjà la valeur de u0, je calcule la valeur de u1, c'est f de u0. Et je trouve 8 sur 5 qui est supérieur à 3,5. Et donc, u1 est supérieur à u0. Donc, la suite est croissante. Maintenant, est-ce qu'elle converge? La suite, elle est croissante et majorée par quoi? Majorée par 3. Parce qu'elle appartient à l'intervalle 1, 3. Donc, elle converge. Et sa limite, puisque f est continue, sa limite est solution de l'équation f de x égale à x. Il suffit de résoudre cette équation. On trouve une équation de second degré. Et on trouve deux solutions. Si on trouve une seule solution, c'est bon. Le problème est réglé et cette solution, c'est la limite. Mais ici, on trouve deux solutions. Dans ce cas, si une solution n'appartient pas à l'intervalle, on l'exclut. Donc, il reste une seule solution, donc c'est la limite. Mais si les deux solutions appartiennent à l'intervalle, comme dans ce cas, alors comment déterminer la limite? C'est 1 ou 2. D'accord? Alors, ici, on a une suite croissante qui commence par le premier terme 3 sur 2. Et les autres termes, puisque la suite va croître, les valeurs de un, ils vont continuer à augmenter, bien sûr. D'accord? Donc, ils sont tous supérieurs à 3,5. Et donc, la limite aussi. Et donc, ça peut pas être 1. Ça ne peut être que 2. Alors, puisque un est croissante, quel que soit n, un est supérieur ou égal à u0. Et donc, la limite, elle aussi, elle est supérieure à u0, est supérieure à 3,5. Donc, ça ne peut être que 2. D'accord? Donc, la limite, c'est 2. Maintenant, je change la valeur de u0. C'est donc le même raisonnement. F, elle est croissante. L'image de l'intervalle 1, 3, elle est inclue dans A3. Donc, la première étape, c'est la même. U0, il y a 5 demi, il appartient à l'intervalle 1, 3. Et donc, quel que soit n, un appartient à 1, 3. D'accord? La première étape, c'est la même.
La deuxième étape, la suite est toujours monotone puisque f est croissante. Mais peut-être le sens de variation va changer. Parce que maintenant, on va calculer U1. Si on trouve une valeur supérieure à U0, donc la suite est croissante. Mais si on trouve une valeur inférieure, alors la suite, elle devient décroissante. On va voir. Alors, même raisonnement, si U0 égale à 5 demi, la différence est dans le sens de variation qui est déterminé par la comparaison de U0 et U1. Alors là, on calcule U1 égale à FU0, on fait les calculs 16 sur 7 qui est inférieur à 5 sur 2. Et donc, U1 inférieur à U0, ça signifie que la suite maintenant, elle est décroissante. Et ça ne change rien. Décroissante est minorée par 1, parce qu'elle appartient à l'intervalle 1, 3. Décroissante est minorée, donc elle converge. Et sa limite, c'est toujours la solution de l'équation f de x égale à x. Donc, c'est 1 ou 2. Alors, le même problème maintenant. Est-ce que la limite, c'est 1 ou 2? Alors, les deux limites, elles appartiennent à l'intervalle 1, 3. Maintenant, la suite, elle est décroissante. Donc, il commence par la valeur 5 sur 2 et elle descend. D'accord? Et les valeurs de UN elles commencent à descendre. Les valeurs diminuent. Et est-ce qu'ils vont vers 2 ou 1? Intuitivement, 2 est la première valeur qu'ils vont rencontrer. Donc, intuitivement, la limite, ça va être 2. Ils ne vont pas sauter la valeur 2 et aller vers 1. Ça n'a pas de sens. Je dis intuitivement. D'accord? Alors, pour moi, la suite commence par 5 demi et après 16 sur 7 et ça diminue. Ça continue à diminuer jusqu'à ce qu'il s'approche de la valeur 2. D'accord? Mais je ne pense pas qu'ils vont dépasser 2 et continuer le chemin jusqu'à 1. Ça n'a pas de sens. Mais il faut le prouver. Alors, pour le montrer, j'ai pensé à quelque chose. Puisque la suite, intuitivement, elle ne va pas descendre en dessous de 2, donc c'est-à-dire qu'elle va rester supérieure à 2. Et donc, la suite, elle va appartenir à l'intervalle de 3. Et donc, on essaie de montrer qu'elle appartient effectivement à l'intervalle de 3 par récurrence. Ce qui va donner la limite, bien sûr, de UN, ça va être 1, et ça va être 2 et pas 1. Parce que 1 n'appartient pas à l'intervalle de 3. Donc, alors, intuitivement, c'est 2 puisque c'est la plus proche de U0 et la suite, elle est décroissante. La première valeur rencontrée, c'est 2. Pour le prouver, on va montrer que quel que soit n et n appartiennent à 2, 3. Et là, bien sûr, c'est pas la peine d'utiliser la méthode classique pour montrer que UN appartient à 2, 3 par récurrence. U0 appartient à 2, 3. On suppose que UN appartient à 2, 3. On montre que UN plus 1 appartient à 2, 3. Donc, on compare UN plus 1 avec 2 et avec 3. Ça, c'est la méthode classique. Mais ici, on reprend la méthode précédente. U0 appartient à I et F de I inclus dans I. C'est suffisant. U0, 5 demi appartient à l'intervalle de 3. On calcule maintenant l'image de l'intervalle de 3, puisque la fonction est croissante. On prend f de 2 et f de 3. Ça donne l'intervalle de 10 sur 4, qui est inclus dans l'intervalle de 3. Et voilà, donc, UN appartient à l'intervalle de 3, quel que soit n. Et donc, la limite ne peut pas être égale à 1. C'est 2. 1 n'appartient pas à cet intervalle. D'accord?
Et voilà. Alors, on peut se demander, et si f est décroissante, est-ce qu'on a des résultats similaires? Alors, pour une fonction décroissante, c'est un peu plus compliqué. Pourquoi? Parce que dans ce cas, si f est décroissante, la suite ne peut pas être monotone. Ne peut pas être monotone. Si par exemple, U0 est inférieur à U1, U1 ne peut pas être inférieur à U2, parce que si j'applique F, si U0 est inférieur à U1, et si j'applique F, alors ça donne F de U0 devient supérieur à F de U1. Ça veut dire U1 supérieur à U2. Après U2 inférieur à U3. Supérieur, inférieur, supérieur, inférieur. Donc la suite n'est ni croissante, ni décroissante. Donc, si je compare deux termes consécutifs d'une suite, pour une suite monotone, je dois avoir toujours inférieur ou bien toujours supérieur. Toujours inférieur, ça veut dire que la suite est croissante. Toujours supérieur, ça veut dire que la suite est décroissante. U0 inférieur U1, U1 inférieur U2, U2 inférieur U3, etc. Pour une suite croissante. Décroissante, U0 supérieur U1, U1 supérieur U2, U2 supérieur U3, etc. Mais ici, si U0 est inférieur U1, l'autre inégalité change. U1 devient supérieur à U2, parce que f est décroissante. Et U2 inférieur à U3. U3 supérieur à U4, etc. Donc, elle n'est ni croissante ni décroissante. Mais il y a un résultat caché dans ces inégalités. Si, par exemple, les termes d'indice pair, ils gardent la même inégalité. Et les termes d'indice impair, ils gardent la même inégalité. Là, on remarque que les suites extraites U2n et U2n plus 1, elles sont monotones. D'accord? La suite UN n'est pas monotone, mais U2n et U2n plus 1 sont monotones. Donc, on va voir ça de près. Alors, si f est décroissante, la fonction g égale à f en f. Cette fonction, elle est croissante. Composée de deux fonctions décroissantes, c'est une fonction croissante. Et si on pose Vn égale à U2n et Wn égale à U2n plus 1, qu'est-ce qu'on obtient? Alors, je calcule Vn plus 1. C'est U2n plus 2. Vn plus 1. Ce n'est pas U2n plus 1, c'est U2n plus 2. Parce que si j'emplace n par n plus 1, 2 fois n plus 1, c'est U2n plus 2. D'accord? U2n plus 2, c'est f de U2n plus 1. Et U2n plus 1, c'est f de U2n. Donc, j'obtiens f rond f de U2n. Vous voyez, donc on obtient Vn plus 1 égale à G de Vn. La même chose, Wn plus 1, c'est U indice 2n plus 3. C'est f de U2n plus 2. C'est f de U2n plus 1. Donc, c'est f rond f de U2n plus 1. Donc, on obtient Vn plus 1 égale à G de Vn et Wn plus 1 égale à G de Wn. Et de plus, le lien, la relation entre Vn et Wn, les deux suites extraites, c'est Wn égale à f de Vn. U indice 2n plus 1, c'est f de U indice 2n. Donc, Wn égale à f de Vn. Alors, puisque G est croissant, ça permet d'étudier les deux suites Vn et Wn, les deux suites extraites. Et on a déjà vu un résultat, si les deux suites extraites U2n et U2n plus 1 convergent vers la même limite, alors la suite UN converge. Et c'est ça l'idée de ce résultat, ou bien de cette partie, lorsque f est décroissante, on se base sur l'étude des deux suites extraites U2n et U2n plus 1. Donc, puisque G est croissante, ces deux suites sont monotones. Est-ce qu'elles sont croissantes ou décroissantes? On va voir un résultat très important. L'une est croissante et l'autre est décroissante. Elles ne peuvent pas être les deux croissantes en même temps ou bien les deux décroissantes en même temps. Wahda croissante ou wahda décroissante. Donc, on dit que leur sens de variation est opposé ou bien sont opposés. Donc,
Puisque G est croissante, alors les deux suites extraites Vn et Wn sont monotones. De plus, leurs sens de variation sont opposés, c'est-à-dire l'une est croissante et l'autre est décroissante. Alors, pour le voir, si par exemple la première elle est croissante, si Vn plus 1 est supérieur ou égal à Vn, en appliquant f, l'inégalité s'inverse. On inverse l'inégalité. Donc, f de Vn plus 1 devient inférieur à f de Vn, c'est-à-dire Wn plus 1 est inférieur à Wn. Vous voyez, si donc Vn est croissante, l'autre devient décroissante. Et la même chose, si Vn est décroissante, l'autre devient croissante. D'accord? Donc, c'est un résultat très important. Donc, les deux suites sont toujours monotones et les sens de variation sont opposés. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire pour savoir laquelle est croissante et laquelle décroissante? Il suffit de comparer V0 et V1. V0, c'est U0 et V1, c'est U2. Donc, il suffit de comparer U0 et U2. D'accord? C'est suffisant. Donc, après, UN elle converge lorsque les deux suites extraites convergent vers la même limite. On passe à un exemple d'application. Voilà, f de x, c'est 1 plus 1 sur x. L'intervalle i, c'est 1, 2. Le premier terme u0, c'est 1. Un plus 1, c'est f de un. Donc, c'est 1 plus 1 sur un. Alors, ici, la suite f, elle est décroissante. F' de x, c'est moins 1 sur x carré, négatif. Donc, ici, la suite f est décroissante. D'abord, vérifions que f de i est inclus dans i. Alors, puisque f est continue et décroissante, comment calculer f de i? On prend les bornes f de 1 et f de 2, mais on inverse l'ordre. On commence par f de 2 et puis f de 1. Donc, f de 2, c'est 3 demi. F de 1, c'est 2. Et l'intervalle 3 demi 2 est inclus dans i. Dans l'intervalle 1, 2, puisque 3 demi est plus grande que 1. Et on a aussi U0 appartient à cet intervalle. Et donc, on déduit que quel que soit n, UN appartient à 1, 2. C'est le premier résultat. Donc, la suite, elle est bien définie. Elle appartient à l'intervalle 1, 2. Et puisque f est décroissante, je ne peux pas étudier directement la suite UN. Elle n'est pas monotone. Donc, je prends les deux suites extraites U2n et U2n plus 1. Et je sais que ces deux suites extraites sont monotones. Laquelle est croissante et laquelle est décroissante, je compare U0 et U2. D'accord? Alors, comparons U0 et U2. U2, c'est quoi? C'est f de U1. Et U1, c'est quoi? C'est f de U0. Je calcule f de U0, c'est-à-dire f de 1. J'obtiens 1 plus 1 sur 1, c'est 2. Et donc, U2, c'est f de 2. F de 2, c'est 1 plus 1 demi, c'est 3 demi. Et 3 demi est strictement supérieur à 1, à U0. Voyez donc U2, puisqu'elle est supérieure à U0, donc la suite U2n est croissante. Et par conséquent, l'autre suite, U2n plus 1, est automatiquement décroissante. Voilà, donc U2n est croissante et U2n plus 1 est décroissante. Maintenant, pour la convergence, U2n est croissante et elle est majorée par 2, parce qu'elle appartient à l'intervalle 1, 2. Donc, elle converge. U2n plus 1 est décroissante et minorée par 1. Donc, elle converge. Les deux suites convergent. Il reste à montrer qu'elles convergent vers la même limite. D'accord? Alors, je reviens ici. Puisque la suite Vn qui est égale à U2n, elle vérifie Vn plus 1 égale, à f rond f de Vn. D'accord? Vn plus 1, c'est G de Vn. Donc, si Vn converge, sa limite, c'est une solution de l'équation G de x égale à x. La même chose pour Wn. Wn plus 1 égale à G de Wn. Si Wn converge, sa limite est solution de l'équation G de x égale à x. Vous voyez donc les deux suites, ils convergent vers des solutions de l'équation G de x égale à x. C'est-à-dire l'équation f rond f de x égale à x. Et donc, on résout l'équation f rond f de x égale à x.
Si cette équation admet une solution unique, c'est bon, le problème est réglé. Et donc, les deux suites extraites, elles convergent vers la même limite. Et la suite converge. Le problème, si on trouve deux solutions au plus, le problème devient plus compliqué. Donc, pour ne pas compliquer les choses, on reste dans ce cas simple, parce que f rend f, voilà, lorsque f rend f de x égale à x admet une seule solution. Donc, on va résoudre maintenant l'équation. Donc, on a dit u de n est croissante et majorée par 2. Donc, elle converge. U de n plus 1 est décroissante et minorée par 1. Donc, elle converge. Les deux suites convergent et leurs limites sont solution de l'équation f rend f de x égale à x. Je calcule d'abord f rend f de x. C'est f de x. Donc, c'est f de 1 plus 1 sur x. Donc, 1 plus 1 sur 1 plus 1 sur x. Donc, je simplifie, j'obtiens 2x plus 1 sur x plus 1. Et donc, f rond f de x égale à x, c'est équivalent à 2x plus 1 sur x plus 1 égale à x. C'est équivalent à, après simplification, x carré moins x moins 1 égale à 0. Donc, j'obtiens une équation de second degré, que je calcule delta, c'est 5. Et x, donc c'est 1 plus racine de 5 sur 2 ou 1 moins racine de 5 sur 2. 1 plus racine de 5 sur 2, c'est la solution qui appartient à l'intervalle 1, 2. L'autre solution, 1 moins racine de 5 sur 2, n'appartient pas à l'intervalle. Et donc, f rond f de x égale à x admet une solution unique dans l'intervalle 1, 2. C'est 1 plus racine de 5 sur 2. Et donc, les deux suites extraites convergent vers la même limite. U de n et U de n plus 1 convergent vers la même limite, 1 plus racine de 5 sur 2. La conclusion, la suite UN converge. Maintenant, vous pouvez, on fait comme dans l'exemple précédent, on change la valeur de U0. Je prends maintenant 2 au lieu de 1. Si je prends la valeur 2 au lieu de 1, qu'est-ce qui change? Qu'est-ce qui change? Peut-être la monotonie des suites U de n et U de n plus 1. Elles sont toujours monotones. On a trouvé U de n croissante et l'autre U de n plus 1 décroissante. Maintenant, si je change la valeur de U0, peut-être c'est U de n qui va devenir décroissante et U de n plus 1 va devenir croissante. Peut-être. Il suffit de comparer U0 et U2. D'accord? Et donc, mais même dans ce cas, les deux suites vont être convergentes, bien sûr. Parce que l'une est croissante et majorée par 2, l'autre est décroissante et minorée par 1. Donc, elles convergent. Et la solution de l'équation f rond f de x égale à x, on l'a vu, c'est une solution unique, 1 plus racine de 5 sur 2. Et donc, la suite UN converge. Donc, même si on change la valeur de U0, on obtient le même résultat. Et voilà, c'est la fin de ce premier chapitre sur les suites numériques. Le prochain, ça sera sur les fonctions, limites et continuité d'une fonction. Et bien sûr, vous allez voir d'autres exemples sur les suites dans les séances de TD. À très bientôt.